Et oui, merci d'être avec nous sur Radio J. Une exposition, la révolution Femme, Vie, Liberté, portée par deux artistes iraniens, notamment en exil, Kianouch Ramezani et Mana Neyestani, qui met en lumière la lutte courageuse des femmes iraniennes contre l'oppression religieuse et militaire du régime de la République islamique. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Iris Farkondé, enseignante-chercheuse à la Sorbonne Nouvelle, d'origine iranienne. Elle a fui avec sa famille, l'Iran, vers la France lorsqu'elle était enfant. C'était en 1983. Bonjour Iris. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc née en Iran sous la dictature des mollahs. Vous avez grandi en France. Alors peut-être une question d'actualité d'abord avant d'évoquer cette exposition que vous organisez. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, la chute de Bachar el-Assad en Syrie, le Hezbollah en déroute, tous ces alliés finalement de la République islamique qui tombent les uns après les autres, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous donne de l'espoir pour votre pays d'origine? Alors effectivement, bien sûr, la chute de Bachar el-Assad, 50 ans de dictature, ça n'est pas rien, même s'il y a une inquiétude qui subsiste quant à la suite de ce qui va se passer en Syrie. En Iran, on peut difficilement imaginer quelque chose de pire que ce qui se trouve actuellement en place. Je regrette parfois qu'on n'ait pas su, peut-être dans la diaspora iranienne, mieux travailler à un gouvernement en exil qui puisse rassembler l'ensemble des forces d'opposition qui sont plurielles et travailler à l'après. Je pense que durant ces 2 années déjà, on aurait dû faire un travail pour nous montrer à la hauteur du courage des Iraniennes et des Iraniens qui est inouï. Oui, depuis la mort de Mahsa Amini, qui a été tuée, effectivement, cette jeune fille pour une mèche ou un voile qui était mal mis visiblement. Mais aujourd'hui, quand même, on se bat. En Iran, des femmes, des hommes se battent pour la liberté. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est incontestable. Ce que je disais simplement, c'est voilà, je regrettais un petit peu qu'on n'ait peut-être pas mieux travaillé à l'après. C'est pour nous montrer tout simplement à la hauteur de leur courage qui nous oblige. C'est vraiment, je pense, difficile de percevoir depuis la France et depuis l'Europe le degré, maintenant je pense qu'on s'en rend compte, hein, mais le degré de modernité qui a éclos dans l'esprit de cette jeunesse iranienne. Et c'est en cela, alors on pourrait parler des raisons pour lesquelles on parle de révolution Femme, Vie, Liberté, il faudrait y consacrer peut-être 1 heure, mais au-delà, si vous voulez, de l'étendue géographique, du fait que ça a touché vraiment toutes les couches sociales, l'ensemble de la population, il y a ici quelque chose d'inédit dans cette modernité qui est véritablement un acquis cette fois, parmi la population iranienne, femmes et hommes qui souhaitent vivre libre et qui le disent haut et fort. Toute mon enfance, j'ai baigné dans la nostalgie du pays natal et dans le combat pour le retour d'une vraie république en Iran. C'est ce que vous aviez indiqué dans un article de presse. Iris, dès mes 4 ans, j'ai participé avec mes parents à toutes les manifestations en faveur de la liberté des prisonniers politiques. Vous avez quitté l'Iran enfant, mais vous avez cette lutte pour la liberté qui semble ancrée en vous. Oui, alors c'était une lutte dont j'ai hérité peut-être malgré moi au départ, à un âge où on choisit pas forcément, mais elle est devenue mienne assez naturellement en vérité. Vous avez toujours de la famille en Iran ? Oui, tout à fait, des amis, de la famille. C'est un pays dont je parle la langue. C'est vrai que c'est un rapport assez étrange en fait, parce que y a des attaches très fortes et en même temps c'est un rapport qui est à distance, ouais. Puisque nous on était réfugiés politiques, qu'il y a eu des véritables menaces sur mon père. Bon, je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais le danger était réel, même depuis la France. Donc il ne s'agissait pas de retourner en Iran, bien sûr. Un danger réel. L'exposition Femme, Vie, Liberté, donc que vous organisez jusqu'au 15 janvier au Kremlin Bicêtre, un titre qui fait référence donc à ce slogan emblématique de la révolution iranienne. Les femmes qui bravent des risques immenses finalement, parfois au péril de leur vie. Justement, lorsqu'on évoque la lutte des femmes en Iran, qu'est-ce qui vous émeut, vous bouleverse le plus ? Tellement de choses. En fait, ce que je trouve incroyable, si vous voulez, c'est cette envie de casser, de briser enfin la dichotomie entre cette vie de l'intérieur où les Iraniens ont toujours fait la fête, bu de l'alcool, s'habillaient en fait de manière très moderne, parfois bien plus moderne que leurs cousines qui habitaient à des milliers de kilomètres de là, et l'extérieur où en fait ils étaient obligés de se plier
au diktat de cette pression de la religion. Et là, en fait, avec la révolution Femmes, Vie, Liberté, ils ont souhaité faire voler en éclats tout cela. On a vu ces cheveux montrés avec audace, et ses corps même. Hein, quand on a vu ces images de Houda Alioi, c'est incroyable. Mais il y a eu aussi les images des couples qui s'embrassaient sur la bouche et qui se prenaient en photo au début de... Ça peut paraître... Parce que c'est vrai que quand on s'embrasse dans la bouche, sur la bouche en pleine rue, en Iran, quand on s'habille d'une certaine façon, quand on laisse ses cheveux au vent, on risque des choses quand même terribles. Oui, et en fait, ça n'est pas qu'une question d'accoutrement, si vous voulez. Pour moi, c'est Eros contre Thanatos, en fait. C'est quelque chose d'existentiel. Et ils ont eu envie de... c'est une forme de révolution de la joie. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, c'était peut-être un petit peu plus compliqué, que l'ambiance était peut-être plus lourde, plus tragique, mais avec la libération de Toumaj, avec ces mots prononcés par Narges Mohammadi, finalement, c'est cela que l'on a pu voir aussi de nouveau présent, parce qu'en fait, c'est là, c'est important de continuer à cultiver cette joie, et les Iraniens s'en font un devoir. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant, je voulais aussi vous faire réagir. On a vu en Iran récemment, au vu de ce qui se passait au Proche-Orient entre Israël et le Hamas, entre Israël et l'Iran, des Iraniens tagués sur les murs, dans les rues, vas-y Israël, frappe la République islamique, frappe les mollahs. Qu'est-ce que vous pensez justement de ça? Israël est un allié pour vous dans cette lutte pour la liberté en Iran? Alors je pense que, si vous voulez, si on devait définir le plus petit dénominateur commun qui devrait réunir l'ensemble des personnes qui s'opposent à la République islamique, c'est d'une part la volonté de vivre dans une démocratie laïque, qui pour moi devra prendre la forme d'une république, mais aussi la normalisation des relations avec Israël. Et ça, les Iraniens l'ont bien compris depuis fort longtemps déjà. Si on reprend les slogans de 2009, en fait, ils commençaient à dire « laisse tomber la Palestine et sauve-nous de cette ruine ». Donc, ils commençaient à dire qu'ils n'étaient pas dupes de cette instrumentalisation de la cause palestinienne. Et ces derniers temps, ça a été beaucoup plus clair, beaucoup plus franc. Entre-temps, il y a eu ni Gaza, ni Liban, ma vie, je l'avoue à l'Iran, parmi les slogans qui étaient dits. Et dernièrement, c'était carrément mets le drapeau de la Palestine dans ton derrière, quoi. Donc c'était beaucoup plus clair et beaucoup plus franc. Après, je pense aussi que c'est peut-être la facilité de vouloir qu'il y ait la frappe qui nous libère de la République islamique et de Khamenei. Bon, les frappes ciblées qui ont touché Alni, etc., je pense qu'on est nombreux à s'en réjouir. Par contre, penser qu'il faut attendre Bibi, comme j'ai pu entendre dans la bouche de certains, qui serait le sauveur, etc. Les Iraniens doivent prendre leur destin en main. Voilà, ils doivent prendre leur destin en main, et notre monde va de plus en plus vers le désengagement. On l'a vu au moment d'Obama avec la Syrie. Donc c'est aux Iraniens de prendre leur destin en main, et c'est là où ils pourront être le mieux appuyés aussi par la communauté internationale. On le voit aussi avec l'Ukraine, c'est-à-dire que quand on atteint cette adéquation entre une incarnation politique qui puisse se faire l'écho des demandes de la population, là on peut effectivement demander l'appui des Occidentaux avec beaucoup plus de force. Alors on parle de cette exposition qui aura lieu jusqu'au 15 janvier, et vous avez choisi des dessins de presse qu'on va d'ailleurs voir pour ceux qui nous regardent sur YouTube et en podcast, des dessins de presse pour dénoncer l'oppression en Iran. Alors pourquoi avoir choisi des dessins de presse? Alors le départ en fait de ce projet, puisque là on en est à la 6e édition, il y a eu Guingamp, il y a eu Vitré, Paris, puis Paimpol et Brest, et maintenant le Kremlin-Bicêtre. Eh bien, on travaillait avec des amis et collègues au pavillon Iran au Festival d'Avignon, et c'est mon camarade Laurent Garot qui m'a dit que la mairie de Guingamp souhaitait organiser une exposition, et il m'a dit: qu'est-ce que tu en penses? Je pense passer par le dessin de presse pour parler de la révolution Famille Liberté. Je trouvais que c'était une excellente idée, et bien évidemment les deux dessinateurs dont les noms me sont venus à l'esprit tout de suite, c'était Kianouch Ramezani et Mana Nehestani, qui sont deux immenses dessinateurs, et il s'est agi de choisir parmi leurs dessins des dessins qui nous permettent de parler de cette révolution Famille Liberté, d'en tirer le fil et d'évoquer certaines personnalités
marquante, Too Much Solei que vous montrez là à l'écran. Et d'ailleurs, voilà, avec un jeu d'échecs, on a aussi organisé à l'occasion de cette exposition Kremlin-Bicêtre des événements culturels. Et Mitroy Josipou, la championne de France 2023 d'échecs et d'origine iranienne, nous a fait l'honneur de venir aussi animer un atelier d'échecs. Donc en fait, c'était pour nous très important. Et plus ça va, plus pour moi c'est important de passer par la culture pour parler de tout ça. Là, ce sont véritablement deux immenses dessinateurs reconnus internationalement et qui traitent de l'actualité iranienne quasi quotidiennement. Effectivement, l'art qui peut créer des ponts. Et il faut le dire, c'est très dangereux pour les artistes en Iran de s'exprimer, de dessiner parfois des sujets d'actualité. Oui, et on pense à leur consoeur, Atana Faradani, qui est toujours dans les geôles iraniennes, qui avait déjà été emprisonnée une fois en 2014, qui pourtant avait reçu le prix Václav Havel. Donc quand on reçoit ces prix internationaux, bien évidemment qu'il y a une attention qui fait que l'on peut imaginer que les personnes qui vont recevoir ces prix vont être peut-être plus protégés ou risquer moins, mais en réalité rien n'est jamais sûr avec ce régime iranien où règne l'arbitraire, et on a été même très inquiet pour Narges Mohammadi, alors que s'il y a bien une personne dont on pourrait se dire son prix la protège, c'est bien elle. Pour le moment il semblerait qu'elle aille mieux, heureusement. Pour les soutenir, en tout cas pour soutenir ces dessinateurs, on peut aller voir cette exposition jusqu'au 15 janvier, la révolution Femme, Vie, Liberté. Alors peut-être un dernier mot, si vous pouviez adresser un message aux Iraniens, aux Iraniennes qui résistent aujourd'hui, quel message vous souhaiteriez leur adresser ? Dans ce cas-là, je serai très brève. Merci, tenez bon, on est avec vous et on continuera à porter vos voix aussi fort qu'on le peut. Eh bien, merci beaucoup. Merci Iris Farkondé. Un numéro de téléphone 01 45 15 55 55. Un signe pour les Tunisiens ce matin. Merci beaucoup Iris Farkondé. À très bientôt. Merci à vous.